Alerte chef-d'œuvre, Carlos Alcaraz est un énorme monstre, il n'y a pas d'autre manière de le dire dans cette vidéo, long format, exceptionnel sur sa performance qui a été hallucinante face à Matteo Berrettini, certainement l'un des meilleurs matchs de la saison en 2-7 gagnant, petit détour également par Majorque, bref, accrochez-vous, mettez votre ceinture de sécurité et on attaque juste après ça. Et on attaque ce côté réseau avec Hugo Humbert. Les nouvelles sont graves pour notre espoir français de 23 ans. Alors a priori là il va pas jouer Bercy ni Stockholm. Il est sur une série assez désastreuse. On regarde ses derniers résultats. Il fait un deuxième tour à Toronto. Il est éliminé au premier tour à Cincy, à l'US Open, à Metz, chez lui contre Murray. Une défaite qui lui a fait très mal manifestement. Ensuite il va carrément faire l'impasse sur Indian Wells. Il va préférer jouer le Challenger d'Orléans. Il va perdre au premier tour sur Quentin Halys 7-6, 6-4. C'est une sale défaite. On revient sur le tweet d'Eric Salio parce qu'il y a une double lecture sur ce tweet. Lundi lors de la conférence de presse, Sébastien Grosjean nous assurait que Hugo Humbert allait très bien et qu'il jouerait à Paris, donc Paris-Bercy et la Coupe Davis. Le Lorrain vient de se retirer de Bercy et de Stockholm. Le mystère s'épaissit. Alors manifestement, l'agent de Hugo Humbert ne répond à aucun des contacts des journalistes qui essaient d'en savoir un peu plus sur l'état physique, mental de Hugo Humbert, qui a l'air d'être un petit peu dans la sauce. Et on a surtout Sébastien Grosjean qui nous a assuré dans cette vidéo qu'on a publiée un petit peu plus tôt dans la semaine sur les Digests de Vienne que il disait lui que Hugo Humbert, voilà, il allait jouer la Coupe Davis, pas de souci, et surtout que les personnes qui n'avaient pas été sélectionnées, donc la personne à qui on pense en premier c'est Gaël Monfils, était très motivé à l'idée de jouer la Coupe Davis. Est-ce qu'il se serait pas un petit peu foutu de notre gueule là Sébastien sur ces annonces? Et on enchaîne, deuxième info, une info qui va vous donner le sourire. Regardez, Rafael Nadal est son plus grand rival en carrière. Non, ce n'est pas Novak Djokovic, non, ce n'est pas non plus Roger Federer, c'est Leonid Stanislavski, 97 ans. Regardez comment il porte bien très haut la forme. Le mec a une petite bedaine nickel, mais ça va super, les petites lunettes fumées, etc. Et juste surtout, on va regarder quelques images des deux hommes à échanger quelques balles. Regardez-moi ça, ce coup droit de Leonid, c'est Del Poutresque. Attention. Oh là 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 là, ça part très très fort. Nadal qui est dans les cornes clairement sur l'accélération de Leonid, là magnifique. Waouh. Alors Leonid qui va peut-être postuler, je pense, pour faire partie de cette next-gen, vous savez, avec les Medvedev, Zverev, etc. Regardez Tsitsipas. Est-ce que Tsitsipas est vraiment capable de battre ce joueur actuellement? On peut se poser la question, ça joue aussi fort que Tiafoe. Regardez-moi, ça c'est magnifique. La demi-volée de Nadal qui n'y pourra rien, cette accélération au revers absolument fabuleuse de la part de Leonid. Et du coup, je pense qu'on peut sereinement ranger le débat du GOAT au placard. C'est décidé maintenant, c'est a priori c'est Leonid. Il n'y a plus vraiment de discussion. On hésitait avec Richard Gasquet, mais là clairement Leonid a plié le game. Un autre joueur qui va essayer de plier le game en 2022, c'est Novak Djokovic. Regardez-le avec une défense tentaculaire face à Daniil Medvedev. Ils étaient à l'entraînement, ils ont disputé un petit set remporté par Daniil 7-6 au tie-break, mais on voit les qualités défensives de Novak Djokovic qui s'exprime encore à plein avec donc cette défense en extension, cette course et la petite balle juste sur la gauche. Daniil va la regarder se déposer sur la ligne. Je sens que le Novak là il est prêt pour nous faire une belle petite fin de saison, essayer aussi d'aller chercher sa place de numéro 1 mondial avec panache, parce que l'année dernière, on se souvient à Vienne, le panache n'était pas forcément très présent. En tout cas, voilà, Novak est en belle forme et on l'attend de pied ferme la semaine prochaine à Paris. Une autre chose bien ferme, ce sont les fesses de Stefano Tsitsipas qui sont bien tendues après la fessée qu'il a pris dans le troisième set face à Frances Tiafoe sur ce match à Vienne hier soir. On va revenir sur les déclarations de Stefanos à la presse grecque et il l'a dit, Steph ne se sent pas fatigué, même si ses résultats au cours des 3 derniers mois n'ont pas été ce qu'il visait, il pense qu'il peut faire plus. Il a dit qu'il avait beaucoup de passion pour la fin de la saison, qu'il voulait obtenir plus de victoires et qu'il allait travailler dur pour cela. Alors certes, peut-être ne ressent-il pas de fatigue physique, mais je pense quand même que mentalement, on l'a vu nerveux, très nerveux contre Tiafoe. Et surtout, il a dû puiser énormément ces dernières semaines. On a cette défaite contre Carlos Alcaraz à l'US Open. On a également Indian Wells où il a beaucoup puisé face à Fognini et également face à De Minaur. Il était en ballottage très défavorable dans ses matchs et il a réussi à les retourner, donc ça lui a demandé beaucoup d'énergie. On l'a senti bouilli contre Basilashvili en quart de finale à Indian Wells. Et puis là, contre Grigot à Vienne, pareil, premier set, il est complètement dépassé. Il s'en sort parce qu'il y a un Dimi choke monumental. Et là, encore une fois hier, on a senti que mentalement, c'était un petit peu au bord de la craquante. Pourtant, il n'a disputé que 72 matchs cette saison et du coup je me pose la question parce que les standards sur les saisons des top joueurs c'est plutôt 80, 85 voire 90 matchs par saison. Est-ce qu'on n'aurait pas avec cette génération, cette next-gen, le côté les gars ils passent tellement de temps sur les réseaux, ils sont tellement en fait conscients des critiques qu'ils reçoivent et surtout on sait Stefanos il a été vraiment dans l'œil du cyclone avec ce qui s'était passé à l'US Open et le pipi gate avec Andy Murray, donc je sais pas, est-ce que ça pèse dans la balance parce qu'on a l'impression que les joueurs là après 70 matchs ils sont complètement bouillis mentalement. On a un joueur
joueur sur cette fin de saison qui n'est pas du tout bouilli mentalement. Non, ce n'est pas Yannick Sinner, c'est son compère Carlos Alcaraz. Quel match fantastique on a vécu cet après-midi, les frissons vraiment d'en parler là avec vous ce soir sur ce digest. Carlos Alcaraz qui a été électrisant face à Matteo Berrettini. On va avoir plusieurs palettes pour revenir sur cette rencontre en détail et on va commencer par cette première palette, un premier set qui a vraiment tourné à l'avantage totalement d'Alcaraz, qui a été extrêmement offensif. Ici on le voit, il va concasser Berrettini, un retour volé, on avance avec son revers, tac, on vient déposer une magnifique volée sur donc vraiment le corps et il arrive à bien la gratter et à la déposer là. Et ça c'est la première palette, première réflexion que j'ai à vous faire par rapport à Carlos Alcaraz. C'est un joueur qui a 18 ans. Généralement quand vous arrivez à 18 ans sur le circuit, vous n'êtes pas très bien formé au niveau de la volée. On se souvient des Tsitsipas, des Zverev, Medvedev encore pire, mais Carlos Alcaraz, je trouve que c'est déjà extrêmement performant dans ce secteur. Deuxième palette, la puissance, l'extrême violence des coups de Carlos Alcaraz. On a vraiment eu un combat de coq dans cette partie avec deux joueurs qui ont un profil assez similaire, même si évidemment Berrettini a un meilleur service que Carlos Alcaraz. C'est deux joueurs qui essayent de baser leur tennis sur des accélérations foudroyantes et notamment en coup droit, même si aussi Carlos Alcaraz est capable d'accélérer en revers. Vraiment, je vais pas vous mentir, sur une bonne partie du match, j'étais debout devant ma télé, j'agitais le poing, je hurlais, je criais, ça m'arrive assez rarement, mais là franchement, je me suis complètement laissé emporter par le spectacle. Dans cette palette, on va voir donc une des nombreuses accélérations d'Alcaraz. Imaginez 4 balles de break dans la deuxième manche, il va en faire 0, il va perdre d'ailleurs le set au tie-break. Berrettini qui est incroyable, qui est tellement clutch sur les points décisifs, et regardez l'Italien qui est complètement dans les cordes, qui va faire une remise miraculeuse, réussir à remporter le point. Et c'est ça aussi qui est très fort avec Alcaraz, c'est qu'il a cette capacité d'effacer, répéter, toujours repartir au combat, et c'est absolument lunaire pour un jeune gamin de 18 ans. Dans ce match, troisième palette, on va avoir un rappel que Carlos Alcaraz est un jeune joueur, c'est ici, c'est dans le tie-break du deuxième, il s'est un petit peu crispé, là on le voit décalage coup droit qui va satelliser dans le filet, ça va être complètement raté, il va essayer de viser le centre, il va un petit peu paniquer, et puis on va le voir, il va communiquer avec Juan Carlos Ferrero, même si a priori le coaching c'est quand même interdit, mais il va le regarder, il va essayer de se remotiver, il va essayer de s'encourager. On a vu de nombreux vamos, comme ce qui s'était passé contre Tsitsipas à l'US Open. C'est un joueur, c'est impressionnant vraiment, je pense qu'avec Sinner, là on a deux énormes pépites qui sont en train de percer sur la fin de saison 2021, même si Sinner évidemment on l'a bien identifié depuis plusieurs années maintenant, mais moi ce qui m'impressionne avec ces joueurs c'est leur capacité à repartir au combat encore et encore, et surtout face à des joueurs d'élite comme Berrettini qui sont incroyables dans les moments chauds, dans les moments difficiles, dans les balles de break, dans les fins de set. Carlos Alcaraz là il a vraiment été exceptionnel. On aurait pu penser peut-être que il était sur un Strix exceptionnel à l'US Open et qu'il aurait du mal à se relancer après sa blessure qu'il a connue donc à cette fin du US Open. On l'a vu se relancer à Indian Wells, il perd sur Murray, mais là franchement ce qu'on a vu là c'est étourdissant. Si vous kiffez le tennis, je pense que vous avez passé une merveilleuse après-midi. Pas de grand match sans un adversaire haut de gamme, et Matteo Berrettini a vraiment essayé de puiser, il s'est battu comme un beau lion. Franchement le mec il est incroyable, ça joue très mal dans le premier set, il est pas du tout dedans, il arrive à se remettre dedans bon an mal an dans le deuxième set, rester au contact, c'est ça qui est important aussi, rester au contact face à un jeune joueur, essayer de le faire douter, essayer de rentrer un petit peu dans son cerveau. Et puis on a vu un Berrettini, c'est quoi? C'est un énorme service, c'est un cœur immense, on l'a vu faire des volées majestueuses, des slices aussi en bout de course, un slice exceptionnel de ce côté-là où il arrive à la remettre d'une manière absolument monstrueuse alors que Alcaraz est là au filet pour conclure le point. On a vu des points exceptionnels, on a vu un niveau de jeu exceptionnel, surtout dans la fin du match, vraiment. Le premier set c'était une mise en bouche tranquille. Cinquième palette, et justement ce slice dont je vous parlais il y a quelques instants, Berrettini qui est incroyable ici, très joli slice d'ailleurs de l'Italien qui le gratte vraiment très bien, il le fouette à merveille, et Alcaraz qui monte un petit peu en chaussette. Un point qui est fondamental dans cette partie, c'est qu'on a eu, allez, 4-5 moments. Alcaraz il a le break dans le troisième set, il se fait débreaker, il a 4 balles de break dans le début du deuxième set, il les fait pas, il arrive au tie break du deuxième, il n'arrive pas à le remporter. Bref, il y a plein de moments comme ça où on peut se dire, il va craquer, il va finir par laisser tomber, et c'est ça qui est impressionnant, c'est ça qu'il faut que vous reteniez de ces palettes aujourd'hui dans ce digest, c'est que Carlos Alcaraz, clairement là on voit, il est fait d'un métal différent, il y a quelque chose d'autre, il y a quelque chose de supérieur au niveau mental, au niveau de la résilience, au niveau de l'abnégation. C'est quelqu'un qui va toujours réussir à faire confiance à son jeu, parce que ça c'est important. Vous ratez des coups droits penalty, vous repartez juste après avec le même coup droit, vous doutez pas, vous vous remettez toujours dans des dispositions positives, et ça fait un petit peu penser, je trouve, à un certain collègue espagnol, non? Dernière palette et l'illustration parfaite de ce que je viens de vous expliquer à l'instant, Carlos Alcaraz qui va repartir très fort avec son coup droit là dans le tie-break, qui va mettre une pancarte absolument explosive. Berrettini il va être dans les cordes, et c'est ça aussi qui a été intéressant de la part d'Alcaraz, c'est qu'il a fait courir Berrettini. On sait c'est pas un joueur qui se déplace forcément très bien avec son mètre 96. On a vu également, je pense, un secteur dans lequel Carlos Alcaraz a été très performant, c'est le retour sur seconde. En carrière, Berrettini c'est 54% de points remportés derrière sa deuxième balle, là il était simplement à 45% sur l'ensemble de la partie. Après on peut parler de tactique, on peut parler de technique, on peut parler de coup droit foudroyant. Le match il s'est surtout joué là dans la tronche, et celle de Alcaraz elle est extrêmement bien faite. Donc comment ne pas s'emballer? Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match dans les commentaires, avec grand plaisir de pouvoir échanger avec vous. Et on enchaîne avec la reco du jour, le rendez-vous exceptionnel demain à partir de 14 h sur ma chaîne Twitch, le match explosif, la demi-finale de Vienne entre Alexander Zverev et Carlos Alcaraz. Une seule opposition entre les deux hommes, c'était cette année, rappelez-vous, à
à Acapulco, une victoire expéditive à l'époque d'Alexander Zverev 6-3, 6-1, mais gageons que cette demi-finale à Vienne sera d'une nature différente. Zverev qui s'est imposé contre Félix Auger-Aliassime au prix d'un effort remarquable dans le 6e jeu du 3e set. Donc ma chaîne Twitch demain 14h, et sinon pour les autres on se retrouve demain après les demi-finales pour un nouveau digest de Vienne. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, vive le tennis, mangez des strudels.